Vous écoutez le Libre Journal des Beaux-Arts, créé par Christian Langlois et dirigé par Michel Colombin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 18 février 2020 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Aujourd'hui, je reçois Farid Berroyel. Bonjour. Bien prononcé. Très bien. Qui est donc musicien, auteur, compositeur et donc pianiste. C'est musicien ça. Pianiste. Et Christian Marteau. Bonjour. Bonjour. Marchand d'art à Barbizon. Oui. Hein, et ancien chef de cuisine aux États-Unis. Exact. On en parlera aussi. Oui, avec ça plaisir. Donc, je passe tout de suite la parole à... le thème de l'émission est vibration. J'ai oublié de vous le signer. Je passe tout de suite la parole à Farid, qui va nous parler de son métier de musicien qui dure depuis très très longtemps, depuis tout petit. D'accord. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie. Donc je m'appelle Farid Berroyel, je suis né en 75. J'ai commencé la musique vers l'âge de 12 ans. En tombant amoureux d'un morceau de Jean-Michel Jarre. Donc j'ai commencé par la musique électronique. Ah, d'accord. Ouais. Donc j'ai commencé vraiment en tombant amoureux et je suis resté les yeux fixés sur l'écran en regardant les clips de Jean-Michel Jarre, qui était le 4e rendez-vous. Et par la suite, un ami m'a invité chez lui un peu plus tard. Et je savais pas qu'on pouvait jouer de la musique chez soi, en fait. D'accord. Et donc, et cet ami avait un synthé chez lui. Et il m'a tout de suite joué le même morceau. Alors je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'était... le même morceau que j'avais entendu 2 ou 3 ans au préalable, auparavant, et pour lequel j'étais resté en émoi. C'était une révélation. C'était une révélation. Ouais. Une révélation. Ah, une révélation. Et tout de suite faire du clavier ou... Tout de suite. J'ai pas cherché un autre instrument, jamais cherché un autre instrument. J'ai toujours été fidèle au clavier. Toujours fidèle au clavier. Et après, vous avez commencé à étudier la musique, Bien sûr, oui. à faire des cours au conservatoire. Pas au conservatoire parce que j'étais trop vieux. Ah bon ? J'ai essayé de m'inscrire au conservatoire de Boulogne, parce que j'habite à Boulogne, mais j'étais trop vieux. Et ils prenaient pas au-dessus de 9 ans pour le piano. D'accord. Hein. Donc j'ai pris des cours particuliers. C'est trop vieux à 12 ans. Ouais, mais pour apprendre le piano. Ouais, c'est... Ouais. Non, en fait, un prof de piano m'avait expliqué que... un prof de piano m'avait expliqué qu'à partir d'un certain âge, il y a un certain tendon entre l'annulaire et entre ça c'est l'auriculaire et ça c'est l'annulaire. Il y a un tendon qui est fixé. Oui. Et la souplesse, et vous perdez en souplesse après un certain âge. C'est pour ça qu'ils prennent avant l'âge de 9 ans. Ah, d'accord. Ouais. C'est un prof de piano qui m'avait expliqué ça. Mon premier professeur de piano. Donc j'ai pris des cours de piano, des cours d'harmonie, des cours de contrepoint, des cours de jazz, des cours de composition. J'ai pris énormément de cours. Pendant 4-5 ans, je faisais que ça. Et puis les choses ont fait que j'ai pas pu poursuivre dans la musique. J'ai fait des concerts, j'ai intégré des groupes de musique, on animait des mariages, on animait des baptêmes. Ah oui, d'accord. On animait des choses, c'était très, très gentil, très sympa. On animait des fêtes de village, c'était vraiment très bien. Les gens sont très accueillants. Dans les fêtes de village, j'adore les fêtes de village parce que... C'est convivial. C'est très convivial. Ouais. C'est convivial. Il y a une proximité avec... on est en proximité des... On a une proximité avec le public, avec le public qui est phénoménale et... beaucoup plus que des concerts de grosse industrie. Et est-ce que ça se pratique encore, les concerts de village ? Oui, bien sûr, oui. Ça se fait encore ? C'est de plus en plus remplacé par des DJ qui c'est un peu dommage, ça. Qui coûtent un peu moins cher, mais il y en a encore. Oui, mais bon, rien ne vaut un orchestre, quoi. Non, c'est sûr, rien ne vaut un orchestre. Le spectacle vivant, quoi. C'est sûr, rien ne vaut un bon chanteur qui
qui vous électrise la foule. D'accord. Ok. Et vous étiez donc au piano? Au clavier. Toujours. Oui, mais là, c'était un piano ou c'était un synthé? C'était un synthé. Mais vous faites du piano aussi? Aussi, je fais du piano, oui. Et passionné par la musique classique aussi? Oui. Alors, quel compositeur? Ben, vous le savez. Ouais, Bach. Jean-Sébastien Bach. Eh oui. Donc, j'ai 2 idoles dans la musique. J'ai des idoles pour chaque style de musique. Pour la pop, c'est Michael Jackson. Pour la musique électronique, c'est Jean-Michel Jarre. Pour la musique classique, c'est Jean-Sébastien Bach et Chopin. Ah, Chopin, bah oui, en tant que pianiste, oui. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi j'aime particulièrement Bach, mais quand j'étais jeune et que j'entendais une musique classique, à chaque fois que j'accrochais dessus et que je cherchais à savoir qui c'était inéluctablement Jean-Sébastien Bach. D'accord. Hein. Toutes les musiques classiques que j'entendais, dès que ça me faisait des frissons, c'était Jean-Sébastien Bach. C'est le compositeur qui me parle le plus, mais même sans savoir que c'est lui. Et je reconnais une de ses œuvres maintenant, sans savoir que c'est lui. Parce que je reconnais son style, parce que j'écoute que ça, en fait. D'accord, ok, oui, mais bon... Donc il y a... qu'est-ce que la musique... Le clavier bien tempéré, oui. Les inventions à 2 et à 3 voix. Ah, d'accord. Vous connaissez bien ça... Oui, je connais bien. Ça Puis il y a aussi les œuvres pour orchestre, les concertos brandebourgeois, il y a les suites pour violoncelle. Et vous-même, avez-vous fait de l'orgue? Parce que j'ai essayé, mais Jean-Sébastien Bach, c'est de l'orgue aussi. Oui, c'est beaucoup d'orgue. C'est beaucoup d'orgue. C'est des œuvres sacrées, généralement, ouais. Jean-Sébastien Bach, mais il y a le pédalier. Et alors? Super dur. C'est un métier. Parce qu'il y a le pédalier. Et vous avez un clavier, en fait, à jouer avec les pieds. Donc vous avez vos 2 mains. Ouais. Et il y a combien de pédales vous avez un clavier. Avec les touches, avec les blanches et les noires. Mais pour les pieds aussi? Pour les pieds, oui. Ah, d'accord. Ouh là là. Donc, ah oui. Ouh. Ah, pour les pieds, il y a... Il y a un clavier. Il y a un clavier, carrément. Il y a un clavier. Ah oui. Oui, il faut commencer vraiment très tôt, quoi. Ah bah c'est dur. Hein. Déjà, avec les 2 mains, c'est dur, avec les pieds. Oui, et puis bon, au piano, on se sert essentiellement que d'une pédale, quoi. Ah, ouais. On appuie, pour l'écho, le sustain, ce qu'on appelle le sustain. Le passage des notes, ouais. Christian. Oui. Christian. Alors, marchand d'art. Bonjour à tous les éditeurs de Radio Courtoisie. Les auditeurs. Marchand d'art, à Barbizon. Oui. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Expliquez. Ben, écoutez, j'ai ouvert cette galerie il y a à peu près 1 an par pure passion pour l'art. Parce que ça fait 40 ans que j'aime l'art. Mais ce n'est pas mon vrai métier, en vérité. Mon métier était à l'origine chef de cuisine restaurateur. Donc il y a un piano aussi là. Et j'ai commencé, il y a une similitude entre moi et Farid, c'est que j'ai commencé sur un piano et je jouais aussi du Bach, mais Bach d'eau chaude, Bach d'eau froide, vous voyez. Donc c'est pas du tout pareil, mais j'ai réussi quand même à travailler dans des grands restaurants, des 3 étoiles Michelin, comme Barrier à Tours, la Tour d'Argent, l'Oasis à la Napoule, etc. Bon, j'ai fait une carrière comme ça, et ensuite, j'ai terminé par Régine, le Régine rue de Ponthieu, avec Régine, et ensuite, je suis parti aux États-Unis, car j'aimais beaucoup, j'étais très... Oui, et puis le goût de l'aventure. Le goût de l'aventure. Moi, je suis plutôt un aventurier, hein, je suis pas un intellectuel. Ah bah, pour être aventurier, il faut quand même réfléchir. Hein, donc, Et il faut... Oui, pour être aventurier, il faut réfléchir, parce que... On peut faire n'importe quoi non plus. Il y a beaucoup de risques. Bah oui. Et c'est ça, un petit peu, le piment de la chose, on va dire. Donc, je suis arrivé à New York très jeune, et j'ai commencé avec le fils d'un producteur d'Hollywood qui s'appelle Fernand Leroy et qui avait une grande brasserie qui s'appelait le Maxwell Plums. Le Maxwell Plums, c'était la brasserie la plus branchée de New York. Bon, ça m'a pas trop plu parce qu'on faisait 1500 couverts par jour et c'était pas trop mon truc. J'ai été revoir un ami chez Régine, le directeur de chez Régine. Régine qui venait d'ouvrir son Régine rue de Pont... Régine, la chanteuse? La chanteuse Régine, oui. Elle venait d'ouvrir à New York son club qui était dans le Delmonico Hotel sur Park Avenue.
Et j'ai été introduit à la belle-sœur à Giscard d'Estaing, qui s'appelait Marina de Brandt à l'époque, et, elle s'appelle toujours comme ça, je suppose. Et on a ouvert le Coup de Fusil, un petit restaurant. Coup de Fusil, c'est bien français. Hein. Oui, un petit restaurant qui se situait pas très loin de Bloomingdale's à New York, le grand magasin. Et ça a été un bon succès. Ça a été le premier restaurant qui a fait de la nouvelle cuisine à New York. Donc ensuite, j'ai eu une carrière en dents de scie. J'ai connu Andy Warhol. Voilà. Donc ça nous ramène à l'art. Oui, voilà, ça a commencé. Ma passion pour l'art était déjà existante avant, hein, parce que je suis féru d'art. Elle a grandi en fait. Alors Andy Warhol m'a présenté plein de gens dans l'art. Je l'ai connu au Studio 54 à New York. C'était un grand club où il y avait que les amis qui rentraient. Et je connaissais bien Steve Rubel, qui était un des deux propriétaires. Bon, ensuite, j'ai quitté New York parce que c'est fatigant de sortir un peu le soir et de faire de la cuisine pendant 15 heures par jour. Je suis parti à Los Angeles et j'ai ouvert une pâtisserie là-bas. Qui n'était pas à moi, qui était à Michel Richard, qui est devenu très, très connu. C'est un ami à moi, un ancien chef de Le Nôtre à New York. Et ça a été un gros succès aussi. D'accord. Ensuite, je suis arrivé un petit peu après l'ouverture de l'orangerie à Los Angeles, sur la Cienega Boulevard, qui existe toujours, je crois, qui a été revendu plusieurs fois. C'était le restaurant de Gérard Ferry et de Jean-Claude Brialy, et nous avons servi beaucoup d'artistes aussi, toutes les stars d'Hollywood de l'époque. Ensuite, j'ai été engagé comme chef privé pour Norton Simon, qui était à l'époque la 30e fortune des États-Unis, et j'étais son chef privé dans sa maison de Malibu. Il a un grand musée à Pasadena qui existe toujours, je crois. Musée d'art alors. Bon, oui, c'était un passionné de l'art. Il avait une collection d'art absolument gigantesque. Et j'étais très impressionné quand j'étais dans sa cuisine, dans sa maison à Malibu. Des fois, j'allais un petit peu voir les tableaux qu'il avait dans le salon. C'était impressionnant, quoi. Il y avait tous les grands noms de la peinture française, Monet, Manet. Des originaux. Renoir, des originaux, oui, bien sûr. Toulouse-Lautrec, etc. Bon, oui. Ensuite, il est parti 6 mois faire une tournée en Europe, et j'ai pas pu rester avec lui. J'ai quitté, je suis retourné à New York. Goût d'aventure, le voyage. J'ai pas pris du tout de tableau avec moi, hein, je vous rassure. Au mieux pas. Et oui. Et puis je suis retourné à New York, j'ai remonté des restaurants à New York. J'ai été aussi le chef du Perroquet à Chicago, qui était le plus grand restaurant de Chicago. Alors l'avantage avec ce restaurant, c'est que c'était dans la même rue sur Walton Street, qui était l'endroit où il y avait le Playboy Club. Alors on avait beaucoup de bonnies qui venaient et c'était amusant, quoi. Bon, c'est des souvenirs de jeunesse. Ouais. Et il y a combien de temps ça? C'était dans les années fin 70. Fin 70, oui, c'était en 60. Je suis arrivé à New York en 76 parce que mon avocat, Monsieur Jacob, m'avait informé que j'avais ma carte verte. À l'époque, pour travailler, c'est le droit de travailler, ça. Oui, c'est le droit de résident permanent aux États-Unis. Mais on a aussi le droit de travailler. Ah oui, absolument. D'accord. Vous avez tous les droits avec la green card, sauf de voter. Voilà. D'accord. Et vous pouvez, au bout de 10 ans, devenir américain. Bon, c'est très difficile, c'est un peu plus difficile à avoir maintenant. Donc voilà un petit peu ma carrière. Ensuite, j'ai monté des restaurants avec Bob Shapiro à New York, qui était un grand Manitou de la restauration new-yorkaise. Il avait une 15aine de restaurants. Et voilà. Et ma carrière s'est un peu terminée en queue de poisson. J'ai dû retourner en France pour des raisons diverses et variées, familiales. Et j'ai choisi le village de Barbizon. Village mythique, merveilleux, romantique. Et pourquoi Barbizon Parce que Barbizon, c'est un village extraordinaire. D'abord, il y a toute une culture et une histoire de l'art à Barbizon qui existe que dans peu de villages, finalement. C'est vrai. C'est un petit peu l'endroit où a débuté le mouvement impressionnisme. Bon, avec vous savez, les peintres qui ont mis les chevalets dans les champs, dans la forêt, alors qu'avant, ils restaient dans les ateliers à Montparnasse ou un petit peu partout à Paris, quoi.
Donc ça a été une révélation. Et j'ai ouvert cette galerie il y a un an. Je connais pas mal d'artistes de grands talents parce que j'aime bien les artistes de grands talents. Et voilà, ça a commencé par Alain Bonnefoy qu'on présente plus. Bon, Alain Bonnefoy, il est très connu au Japon. C'est un petit peu le Modigliani du nu en France. Et voilà. Ouais. Alors ensuite j'ai enchaîné avec tout un tas d'artistes comme par exemple François Lavrat qui est un sculpteur tout à fait original parce que c'est un sculpteur qui travaille le fer en fusion et moi je trouve ça extraordinaire. C'est un travail très très dur. Vous l'avez vu faire ? Oui, absolument. Quelle est la méthode de faire du... Eh bien, c'est une méthode au feu, ce qu'on appelle au feu. C'est un art très difficile à maîtriser. Alors, il fait tout ce qui est symbolisme du XXe siècle. Il privilégie l'émotion, le mouvement par rapport à l'observation naturaliste, pour valoriser les sensations. François a réalisé plus de 60 œuvres monumentales pour différentes villes et villages à travers la France et à travers l'Europe. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il fait des chevaux, des cerfs, des aigles, des lions, etc. Et voilà. C'est lui qu'on voit sur la plaquette. C'est sur la carte là. Oui, sur ma carte, c'est non, c'est pas lui ça. Ça c'est Arnaud Casper. Alors c'est un autre grand artiste sculpteur français qui est en région parisienne et qui est un peu le maître des chevaux en bronze en France. Il a fait de nombreux chevaux pour différents châteaux, notamment le château d'Asnières. Et aussi plusieurs châteaux dans la vallée de la Loire. Il a fait aussi des chevaux pour le château de Versailles. Et c'est lui qui a fait aussi le grand cheval qui est à l'entrée de l'hippodrome de Longchamp. D'accord. Donc c'est un grand artiste aussi, Arnaud Casper. Le cheval est magnifique. Enfin, là, vraiment... Sur la plaquette qu'on voit, je vous conseille d'aller sur le site. Mais la plaquette qu'on voit, le cheval est vraiment très bien. Alors le site de la Galerie de Barbizon, c'est www.lagalerie-de-barbizon.com. Donc ça s'appelle la Galerie de Barbizon en fait, tout simplement. La Galerie de Barbizon, c'est très facile à trouver, c'est en face la pharmacie à Barbizon. C'est dans la rue Grande. C'est de la Grande Rue. Rue Grande rue, comme vous voulez. De toute façon, il n'y en a qu'une, alors vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Alors j'ai aussi des grands peintres. J'ai commencé avec aussi Georges Corominas, qui est un peintre exceptionnel. Bon, pour moi, sa peinture, elle est époustouflante de beauté, et de fraîcheur et de finesse, de créativité. Il peut jouer avec la lumière de Venise, de Paris. Des déserts sahariens, bien des couleurs aussi tropicales, des couleurs du Vietnam et de l'Asie où il va souvent. D'ailleurs, je crois qu'il est au Vietnam actuellement. Ce sont des mélanges de poésie et de fantasme. Georges, c'est un grand peintre, un peintre de talent, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. En plus, il est très gentil. Alors bon, j'ai bien sûr d'autres artistes. Il faut que le courant passe bien entre les artistes aussi. Oui, le courant passe bien. Moi, j'adore les artistes. Une de mes passions pour ce métier de marchand d'art, c'est de rencontrer les artistes et d'aller les voir dans leur studio, de voir comment ils vivent dans leur atelier, comment ils produisent toutes ces beautés. Et ça, c'est un des atouts d'être marchand d'art. On rencontre des gens extraordinaires, de toutes sortes, de tout caractère, de tout talent. Et ça, c'est merveilleux. Chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Le téléphone 01 46 51 00 85. Farid. Oui. Donc vous, c'est la musique. Moi, c'est la musique. On a vu un marchand d'art qui a commencé par la cuisine. Oui. Passionné de cuisine, toujours passionné de cuisine. Toujours passionné de cuisine, Toujours bien passionné sûr. de cuisine. Hein. Vous n'avez pas de restaurant ?
Non, j'en ai pas. Je vais bientôt en monter un. Bientôt, à côté de la galerie. Parce que c'est l'aventure. C'est l'aventure. Ouais, c'est ça, Vous savez, moi j'ai toujours des projets en tête, malgré mon âge qui commence à être un petit peu vous êtes cheveux jeune blancs, mais j'ai toujours des projets en tête, parce qu'il faut toujours avoir des projets en tête. Voilà. Sans ça, on est fichu dans la vie. Et je sais plus qui c'est qui disait que le plus grand risque, c'est de ne rien faire. C'est ça, oui. Absolument. C'est un peu vrai quand même. Oui, c'est un peu vrai. Plus grand risque. Et puis, vous savez, la projection de projet, ça vous entraîne dans le mouvement de la vie. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Bah oui, il faut. Le plus grand échec, c'est après une chute de rester à sa place. C'est pas faux, ça. Ça me fait penser à un souvenir personnel. Oui. En fait, moi, je vais juste raconter, j'avais fait il y a très longtemps une chute en vélo. Et dès que j'étais rétabli, assez sérieux, du vélo. Et ben, dès que j'étais rétabli, j'ai repris mon vélo et je suis repassé exactement au même endroit où j'ai eu la chute. Pour conjurer un peu le sort. Voilà. Et c'était la première idée que j'avais en tête. Ouais. Dès que je suis sorti, j'allais bien, voilà. C'était la thérapie. C'était peut-être une sorte de thérapie sans le savoir. Ouais. Je suis remonté tout de suite sur le vélo. Bah oui. Hein. Et donc Farid, alors vous, c'est l'aventure aussi en fait dans la musique. C'est ça. Toujours une aventure. Parce que vous êtes auteur-compositeur. Et pas interprète. Je chante très mal. J'ai essayé une fois, c'était une horreur. Alors il y a d'autres personnes qui chantent pour vous ? Il y a d'autres personnes qui chantent pour moi. Ouais. Vous êtes sûr que vous chantez très mal ? Ah, je chante très mal. Parce que à l'époque, par exemple, Brassens ne voulait pas chanter ses chansons. Brel ne voulait pas chanter ses chansons au départ. Ah bah ça aurait été dommage que Brel ne les chante pas. Bah oui, mais bon, c'était au départ, il savait pas. Il y avait des gens qui interprétaient très bien, quoi. C'est un très bon interprète, Brel. Il vit ses chansons. Ah bah oui, ça c'est. On voit que c'est un acteur aussi parce que. C'est un acteur. C'est un acteur. Parce que quand il interprète ses chansons, ça se voit que ça le prend au trip et. Il fait pas que chanter une chanson, il joue la comédie sur scène en fait. Oui. En même temps, quand on va dans la quête. C'est un très bon acteur, oui. Très bon acteur. Jacques Brel, j'aimais beaucoup. Ouais, moi aussi. Et donc vous vivez, donc vous composez. Oui. Et quand vous composez donc les textes et la musique. J'écris les textes, je choisis le thème, j'écris le texte. Enfin, d'abord je fais la musique. Vous faites d'abord la musique ? Ouais, je fais d'abord la musique. Ah ça je comprends. Comment on peut. Moi je ferais d'abord le texte, moi personnellement. Mais bon, je fais d'abord le texte. Pas, donc, je fais d'abord je fais d'abord la musique. Ensuite je trouve un thème. Ouais. Un thème qui me vient comme ça. Et ensuite j'écris. Mais j'ai l'écriture facile parce que j'ai écrit un roman. Donc de 400 pages. Donc tout ce qui est écriture, ça va. Et vous lisez beaucoup ? Oui. Quels sont vos auteurs préférés ? Parce que vous lisez actuellement du roman. Stephen King. Ah, bien. C'est bien. Donc c'est très dur. Oui, mais Stephen King, c'est bien. Enfin, après, il faut voilà. Ouais. Et l'adaptation au cinéma, c'est pas mal non plus, hein, certains de ses romans. Hein. Ah, ça, la ligne verte, c'est excellent. Ouais. Et donc, vous écrivez après les textes. Les textes Après, par rapport à la musique. Après, j'enregistre la musique chez moi. Après, je passe en studio avec des chanteurs et chanteuses qui enregistrent les voix. Parce que je trouve que le plus important dans une chanson, c'est pas la musique, c'est la voix en fait. Bah oui, la voix, oui. Donc inévitablement, cette partie voix, et puis je respecte beaucoup ce métier qui est chanteur, et je veux pas faire ça à bâclé, enregistrer dans un home studio. Je veux vraiment passer en studio et avoir un enregistrement professionnel. Et ensuite, il y a le mix. Donc on mixe la voix et la musique. D'accord, oui, ça c'est... Mais c'est tout un métier en fait. Hein. Mais c'est jamais les mêmes chanteurs dans mes chansons. C'est pas un groupe si vous voulez. Et comment vous les connaissez les chanteurs en fait, on me les présente, je les rencontre comme ça. Ouais, par hasard. Dans le milieu de la musique depuis longtemps. Donc, c'est ça. Des fois c'est des pros, des fois c'est pas des pros. Des fois je dois payer, des fois je dois pas payer, ça dépend. D'accord, ouais. Et il faut que la voix cale bien avec ce que vous avez écrit et la musique. Ouais, mais pour l'instant, ça colle toujours bien. Il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Puis, si vous écoutez mes chansons... On va en écouter une d'ailleurs, bientôt. Ouais. Vous allez voir, ça tourne toujours autour de la fantaisie, en fait. À part certaines qui sont très concrètes, mais ça tourne toujours autour de la fantaisie, des thèmes un peu angéliques,
Donc il faut juste que la voix soit un peu cristalline et ça passe. On va écouter d'ailleurs une musique, le mythe des sirènes. Si vous voulez. Voilà. Le mythe des sirènes. Perdu dans l'océan, au gré du vent, des jours sans manger, des nuits sans dormir, la mer assèche ma peau et berce mon radeau, seul résonne en moi ces chants de l'au-delà. Garde la foi, viens vers moi, rassure-toi, j'ai de quoi penser tes plaies et te combler. Viens, suis sa chance, je ne ferai que ton mien, je serai amour et soin, ne pense plus rien. Ne doit être un frein, de toi sur le chemin, je t'accueillerai de mes mains jusqu'au dernier matin. Tu auras de l'ivresse, de la luxure, de la paresse. Je serai ta maîtresse, ta servante, ton hôtesse. Nous aurons pour nos dîners à foison les meilleurs mets. Nous goûterons des breuvages issus de divins cépages. Je ne veux que te suivre, près de toi je veux vivre, sirène ou lamentin, quel que soit le dessin, mes jours et mon destin seront toujours les tiens, peu m'importe les pleurs, que m'emporte la douleur, je te livre mon cœur, enferme-moi dans ton monde, je serai tien dans cette vie féconde. Viens, suis sa chance, je ne ferai que ton mien, je serai amour et soin. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Pour soutenir Radio Courtoisie, pardon, soutenir.radiocourtoisie.fr. Donc Farid, on en parlait pendant cet intermède musical. Comment fait-on pour... parce que vous composez tous les instruments en fait. Oui. Donc vous êtes pianiste, vous, à l'origine vous êtes pianiste. Oui. Comment vous pouvez composer? Bon, il y a le piano, on entend très très belle chanson, hein, très belle musique. Hein, merci. Vraiment, on sent bien le mythe des sirènes, il n'y a pas de problème. Hein, c'est très bien rendu. Hein. D'accord, merci. Mais ma question, c'était de savoir comment on fait, par exemple, on accorde quelqu'un qui est tout seul, bon, il est pianiste, mais comment il fait pour accorder après pour la guitare, par exemple du violon comment on fait, comment on procède? Voilà. En fait, l'avantage, on va dire, d'un synthé par rapport à un piano, c'est qu'il y a un séquenceur, un enregistreur. Par rapport à un piano. Oui. C'est qu'il y a un enregistreur. Oui. Donc, vous pouvez enregistrer plusieurs pistes. Vous savez ce que c'est qu'une piste? Oui. Donc, vous pouvez faire la piste de la basse, la piste de la batterie, oui. la piste du violon, la piste de la voix, la mélodie chantée. Donc, ce sera que l'instrument là qui sera sur cette piste. Un instrument par piste. Et après, vous pouvez faire lancer la lecture de l'ensemble. Et donc, ce qui fait que vous entendez une chanson. Mais d'accord, mais ok, mais après, comment se fait l'harmonie entre tous ces morceaux, entre toutes ces pistes? Ah bah ça c'est du travail, ça. Ah bah voilà, c'est ça ma question. En fait, c'est là que j'arrive pas à...
En fait, quand vous avez un accord majeur, quand vous avez un accord majeur ou un accord mineur, qui soit de 4 sons ou de 3 sons, vous avez une basse prédominante. Ouais. Donc c'est cette note-là qui va être par défaut la base de votre accord. Mais Pour tous les instruments, pour la basse. on commence par la basse. Non, on commence pas par la basse, on commence par l'harmonie généralement. D'accord. Ou la mélodie, ça dépend. Ouais. Il y a pas de règle en fait. Le point de départ, il y a des bassistes qui composent des chansons magnifiques, il y a des guitaristes qui composent des chansons magnifiques. Il y a pas de point d'entrée en fait. Il n'y a pas de point d'entrée spécifique dans une chanson. Le point d'entrée ça peut être un art d'harmonica, ça peut être n'importe quoi. Un morceau de flûte, le point d'entrée d'une chanson. Stevie Wonder. Moi, j'aime beaucoup Stevie Wonder. Christian, par exemple. Oui. Oui, lui, il prenait des bandes, des bandes audio, il les faisait passer d'avant en arrière. Il faisait des mix. Stevie Wonder, c'était un alchimiste, quoi. On ne sait pas par où il commençait pour faire ses chansons, mais Il n'y a que le résultat qui compte, en fait. Oui. mais ses œuvres sont intemporelles, quoi. Superstition, pour moi, c'est l'œuvre majeure de Stevie Wonder. Donc, il n'y a pas de point d'entrée dans la musique, dans une composition de musique. Ça peut venir même d'un morceau sifflé, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ouais. Mais maintenant, pour tout ce qui est composition, il y a des règles. Voilà, c'est de faire un ensemble, en fait, de toutes ces pistes. J'ai pris tout ça, c'est un travail. Quand je prenais des cours d'harmonie, les accords ne s'enchaînent pas n'importe comment. Voilà. Il y a quand même une logique, quoi. Il y a une logique. Et elle est un peu mathématique. Voilà. C'est pour ça que Bach... Oui. Je suis pas un grand mathématicien, mais la musique de Bach, c'est mathématique. Plus que plus que Mozart, par exemple. Ah, plus, oui. Ah oui. Ah, ouais. Parce que c'est l'orgue. Non, parce que sa façon de structurer ses œuvres sont logiques. Le Bach, c'est logique. Ça peut pas être autrement. Comment ça? C'est-à-dire, sur sa partition, ça peut pas être autrement. C'est ce qu'il a fait là, c'est la logique même, quoi. Bah, c'est sa logique à lui. On peut harmoniser autrement une œuvre de Bach. Oui. Mais il y a une façon de faire. Par exemple, il y a un jeu où on vous propose plusieurs mélodies, plusieurs harmonisations d'une mélodie, et il n'y en a qu'une qui est exacte. C'est celle de Bach. Ah oui. C'est rationnel. C'est ça, C'est une musique rationnelle. C'est une musique rationnelle. Il y a l'irrationnel et le rationnel. C'est à peu près comme tout dans la vie. Est-ce que dans la cuisine, on retrouve ça aussi? Absolument. Enfin, la cuisine, c'est un petit peu différent. La cuisine, c'est un peu irrationnel parce que on crée. La pâtisserie est quelque chose de très rationnel. Moi, j'étais un assez bon chef pâtissier quand j'étais jeune, avec Michel Guérard, entre autres. Et la cuisine, c'est plus de la création. Donc, la création, c'est irrationnel. Il y a une touche irrationnelle. On fait une composition, c'est un peu comme la musique. Hein. Moi, je connais rien à la musique, hein. Mais créer un plat, c'est une composition de plusieurs choses, avec la création d'une sauce ou d'un coulis ou de ce que vous voulez. Donc, ça ressort plus de l'irrationnel, hein, la cuisine. Et quand vous faites une nouvelle sauce, quelque chose dont vous connaissez pas le goût initial à la fin. Est-ce que vous avez une petite idée du goût que ça va donner en fonction des mélanges que vous effectuez, ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, une surprise à la fin? Non, on a une petite idée. Mais on fait des essais, bien sûr, avant de mettre le plat sur la carte ou de les proposer aux clients. Mais bien sûr qu'on a une petite idée. Hein. Si vous mélangez des herbes fraîches avec de la menthe, vous allez avoir un goût de menthe à la fin. Ou si vous mélangez, par exemple, du gingembre, forcément, c'est des plantes qui sont assez fortes. Donc, fatalement, il va y avoir un petit arrière-goût de gingembre, par exemple. Vous voyez voilà. Mais ce qui est passionnant, c'est quand même de la création. La création. De partir de. On sait pas où on va aller. C'est ça qui est passionnant. C'est un peu comme Farid, c'est ça qui est un peu passionnant en cuisine. C'est ça qui est. C'est l'aventure. Comme dans la peinture, hein. Comme dans la sculpture. Je ne sais pas s'il y a des sculpteurs qui savent exactement comment va se terminer leur sculpture. Moi, je sais que quand je fais un tableau. Je sais jamais ce qu'il va y avoir, quoi. Oui, c'est ça. Comment c'est l'art. Hein. Voilà. C'est l'art, c'est la création, c'est la spontanéité, c'est tout ça. Hein. Donc
Et ça, c'est un moment magique quand même. C'est magique. C'est magique. irremplaçable. Non. Ouais. Bah ouais. C'est comme des ricochets, vous savez jamais si ça va bien ricocher. Quand vous lancez un caillou à la surface d'un lac, Et il faut des échecs. et il faut des échecs. Très important. Oui. On apprend Souvent, de ces échecs. En fait, Remarquez, on apprend moi, ces échecs. personnellement, je préfère les succès que les Oui, échecs. mais avant, quand on arrive à un très bon succès, c'est qu'on a eu quand même des échecs avant. Quoi. On n'arrive pas à un succès tout de suite. Si. Bah absolument, oui. Ah. Oui. Quand Donc, on est jeune, oui. Quand on est jeune. Bon, si on a des échecs un peu plus vieux, Oui, c'est déjà beaucoup plus oui. dur de ricocher, C'est sûr, comme oui. dit Farid. Ouais. Mais voilà, quoi. Bon, il y a de nombreux artistes qui sont pleins de talent et qui rebondissent sur des choses inattendues. Ouais. Voilà. On sait jamais. Farid. Moi, je suis dans l'informatique parce que la musique, j'arrivais pas à en vivre. Donc, je me suis lancé dans l'informatique et donc je fais de l'informatique et de la musique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Ah, c'est Je reste dans la programmation. dans la programmation. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, composer donc vous avez un cahier où vous composez vous composez vos notes en clé de D'abord, sol, clé de fa. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je le fais à la fin, ça. Ah. Je fais le relevé de notes à la fin. D'abord, je joue. Et vous vous rappelez de ce que vous avez joué pour le noter après. Oui, bien sûr. Ah oui. Bah Ah oui. ouais, beaucoup de C'est vous, pratiques. c'est vous qui le jouez. Oui, mais beaucoup de pratiques de musique quand même. Hein. Ah bah. Parce que bon, clavier, il y a quand même 88 touches sur un clavier de piano. Il faut Bah, quand même se rappeler où on a mis. Non, ce qui est dur, c'est plus les temps et de respecter les temps. Parce que c'est divisé en 4 temps. De prendre la bonne notation. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est pas les notes en elles-mêmes. C'est la notation rythmique qui est Le rythme, ouais, le rythme qui est un peu compliqué pour moi. D'accord. C'est pas les notes, c'est sans problème. Sans problème. Sans problème. D'accord. Et alors après, pour faire le texte, Bah, le texte, donc trouver un thème. trouver un thème, trouver les mots, le champ lexical de ce sur quoi vous allez parler. Et ensuite, une fois que vous avez une pelletée de mots, vous pouvez sélectionner dedans et écrire votre texte. Ouais, c'est pas facile. C'est pas rien. Non, c'est long, ça demande du travail. On peut pas, c'est comme toutes les œuvres d'art, on peut pas dire combien de temps vous avez passé sur. Non, on peut pas. Parfois, il y a des gens qui posent des questions comme ça, mais on peut pas dire. Il peut y avoir Ça peut être fait en 10 minutes, comme ça peut être fait en 4 ans, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Et parfois en 10 minutes, vous avez un résultat incroyable, et parfois en 4 ans, vous avez un résultat incroyable, comme l'inverse. Et Christian, quand vous choisissez un artiste, il y a des fois Oui. des coups de cœur tout de suite. Il y a des coups de cœur. Il y a des coups de cœur. J'ai Donc tout de suite, vous voyez, ça c'est. J'ai eu un coup de cœur, par exemple, pour une artiste de haut volet qui s'appelle Michel Battu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une artiste qui fait réfléchir à la condition de cette planète et à son destin. Parce qu'elle a voyagé depuis 40 ans à travers le monde, elle connaît le monde, et moi j'aime bien les gens qui connaissent le monde et qui voyagent beaucoup, parce que j'ai beaucoup voyagé. Très Donc intéressant. on a des points communs. Ces toiles, c'est la nature verdoyante tropicale souvent. Elle est capable de faire une jungle avec des sources diverses, et aussi elle est capable de faire des déserts, tout un tas de choses, d'un réalisme inouï. Par rapport à ses voyages. On dirait par rapport à ses voyages. parfois des cartes postales, ces peintures. C'est extraordinaire. Moi je l'appelle la Michelangelo, c'est un mélange entre Michel-Ange et Indiana Jones. c'est Michelangelo. oui. C'est une star aussi au Japon, hein, et en Corée du Nord. En Corée du Sud. Corée du Sud. Parce que la Corée du Nord, on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller. Je crois que moi j'ai eu l'occasion de voir une exposition, et c'est vrai, hein, en Hollande. En Hollande, ouais, en Hollande, il y a un collectionneur hollandais qui, il y a assez longtemps, a acheté beaucoup d'œuvres de peintres coréens du Nord. D'accord. Surprenant. Oui, il y a beaucoup de talent. Surprenant. Vraiment, chapeau. Hein. Ouais. Moi, j'ai un très grand petit talent, artiste coréen du Sud qui fait des très belles choses. Bon, mais je ne connais pas la Corée du Sud. Michel, vous connaissez mieux que moi. Ouais, je connais. Ouais. Donc, alors sans ça, j'ai une autre artiste qui s'appelle Jeanne Saint-Chéron,
qui est une artiste fantastique aussi, qui fait des chevaux. Elle fait très bien les chevaux, auxquels elle y associe parfois des paysages, des papillons. Tout revient à la nature avec elle. C'est une ressource inépuisable de la nature, Jeanne Saint-Chéron. Ses œuvres sont empreintes d'un langage poétique, d'une remarquable force, car quand vous voyez cette toile, elle vous paraît douce et paisible. Et c'est fort en même temps. Mais en fait, c'est très fort en même temps. Et moi, j'aime beaucoup cet artiste aussi. Voilà. Bon, moi, je choisis des artistes qui sont un petit peu différents des autres, qui ressortent un petit peu plus leur âme dans les toiles que des peintres un peu plus communs, quoi. On va dire. Ouais. Voilà. Et les sculpteurs, c'est pareil. Hein. Les sculpteurs. T'es plus attiré par la sculpture ou la peinture? Bon, moi, j'aime les deux. Hein, j'aime les deux. Je vends aussi des grandes peintures, hein, mais ça, je vais pas en parler aujourd'hui. Ça sera le but d'une autre émission. Voilà. Donc, les sculpteurs, moi, j'adore les sculpteurs. Hein, c'est extraordinaire. Hein, bah oui. De voir la fusion du bronze. Surtout quand c'est coulé dans le bronze. Il y a toute une préparation pour une sculpture. Ouais. Hein. Oui, quand on va arriver au bronze, on n'y arrive pas comme ça. Quoi. Je connaissais très bien José Maria David, par exemple. Il y a plein d'étapes. Hein. Qui était un très grand sculpteur, qui est malheureusement décédé il y a 3 ans, mais on le comparait souvent à Bugatti. Ah, d'accord. Ouais. Et ce qu'il faisait, c'était extraordinaire, quoi. C'était des animaux, surtout, tout en mouvement. Et moi, j'adorais cet artiste-là. J'ai essayé de le promouvoir aux États-Unis, mais bon, il était un peu réticent. C'est dommage, parce que il y a beaucoup de talents en France, et il faut encourager les talents de l'art en France, parce qu'on ne parle pas souvent dans les radios et les télévisions de tous ces grands artistes. Il y a énormément d'artistes qui ont beaucoup de talent. Peinture, sculpteurs, etc. Musiciens. Les musiciens, on en parle quand même pas mal, hein, mais les peintres, on n'en parle pas beaucoup. Non. Et moi, j'aimerais qu'en France, qui est quand même un des pays les plus célèbres du monde pour l'art, on parle un petit peu plus, il y ait plus d'émissions sur... surtout des émissions aux heures de grande écoute. Aux heures de grande écoute. C'est ce qu'il faudrait, oui, voilà. Bien sûr. Tout à fait. Ça créerait des vocations aussi, parce que il faut s'intéresser aussi à la jeunesse, et ça serait bien, quoi. Voilà. De promouvoir l'art, et puis de... Promouvoir l'art, et parce que la cuisine, bon, il y a beaucoup d'émissions sur la cuisine, hein, mais l'art, il y en a beaucoup moins. Ouais. Donc voilà ce que je suggère aujourd'hui. Vous avez fait des émissions de cuisine à la télé aux États-Unis. Oui. Oui, j'ai participé à des shows aux États-Unis sur la. C'est très très réputé aux États-Unis. Je veux dire, faire des émissions à la télé. Pour la cuisine. Il y a énormément d'émissions sur la cuisine aux États-Unis. Il y a des stars de la cuisine américaine. C'est quand même la cuisine. Il y a environ française. 40 ou 45 émissions qui sont consacrées uniquement sur la cuisine aux États-Unis. Mais la cuisine française a quand même une très bonne réputation. Bien sûr, la cuisine française, ça a toujours été la référence. Il y a 40 ans, il y avait qu'une seule émission ou 2 émissions, et maintenant il y en a 40. Mais ça s'est dissipé un peu dans tous les sens. C'est parti un peu dans tous les sens, la cuisine là-bas. Donc c'est français, italien, enfin un peu tous les pays du monde. Voilà. Ouais, d'accord. Mais sans ça, ils adorent la bonne cuisine, et je pense qu'on mange maintenant aussi bien aux États-Unis qu'ici. La cuisine américaine ? Oui, il y a des très très bons restaurants. Ils ont appris, les grands chefs américains ont appris la cuisine française. Hein. Ah oui, donc moi j'ai été parmi ceux qui ont formé beaucoup de cuisiniers américains à New York quand j'étais jeune. Donc c'est la cuisine française qu'ils font les Américains en fait. C'est une cuisine franco-américaine, on va dire, parce qu'ils utilisent certains produits américains. Les poissons, il y a des poissons spécifiques aux États-Unis, il y a des traditions spécifiques là-bas. D'accord. Hein. Voilà, mais tout ça est transmis à travers les bases de la cuisine française quand même. D'accord. Qui reste quand même la plus respectée dans le monde. Voilà. Et la musique ? La musique la plus répandue, c'est la musique classique. Là-bas, c'est la musique classique, de toute façon. La musique classique s'appelle classique parce qu'elle n'a pas besoin de publicité pour
pour s'étendre. Voilà pourquoi ça s'appelle la musique classique. Et la base de tout, c'est la musique classique. Non, la base de tout, c'est le rythme. Ah, le rythme. Le premier instrument, c'était un tambour. D'accord. Un tambour. Un tambour. Pas un tambour, mais quelque chose qui faisait office de tambour. Qui faisait office de tambour. Et Et la voix aussi. Et la voix sûrement, oui. Mais mais le tambour, oui. Peut-être la voix, peut-être que c'était chanté, mais peut-être qu'il y avait des incantations. Mais le premier instrument a été percussif. D'accord, ouais. Et en donnant du rythme. C'est ça. Dire pas en Peut-être même danser, peut-être même la danse. Ouais. Peut-être qu'à la préhistoire, ils dansaient, mais le premier instrument. Ensuite, on a commencé à faire de la musique. Déjà, les Grecs ont commencé à faire de la musique. Les Grecs ont commencé à faire des instruments de musique. Je pense que c'est les Grecs. Hein. Et quels instruments ils auraient fait? La flûte. Ah, la flûte, ouais. Eh oui. Et la harpe. La harpe. Et ensuite, le piano a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Cristofori. Cristofori. Et C'est l'inventeur du piano, le vrai. Du vrai piano? Du vrai piano. Parce qu'avant, il y a eu le piano forte, il y a eu le clavecin aussi. Il y a eu le clavecin. Le clavecin, c'est l'ancêtre du piano, en fait. Le clavecin, la différence du clavecin et du piano, c'est que quelle que soit la pression que vous effectuez sur la touche, c'est toujours la même. Le son sera le même. Ouais. C'est pour ça que sur les partitions de Bach, il n'y a pas de notation de vélocité. Il n'y a pas forte, piano forte, pédale, parce que à la base, Bach n'a composé que pour le clavecin. Après, par la suite, on a interprété ça pour le piano, mais à la base, Bach n'a composé que pour le clavecin ou l'orgue, et non pas pour le piano. Et l'orgue, c'est une écriture un peu spécifique aussi? J'ai jamais lu une partition d'orgue, mais comme il y a le pédalier, c'est forcément... Ça doit être compliqué quand même avec le pédalier. Vous avez 3 grilles à lire quand même, hein, donc c'est assez... Ah oui, il faut commencer, il faut... Non, c'est dur. C'est compliqué quand même. Non, on s'improvise pas organiste. Ouais, il faut faire vraiment une école de... Ouais, je pense. Et commencer tout jeune, quoi. Ouais. Ouais, il faut savoir pédaler, quoi. C'est fou ça. C'est un petit peu... Déjà, la batterie, je trouve ça dur avec un seul pied. Alors, les 2 pieds en se baladant sur un clavier, waouh. Voilà, oui. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc le thème de l'émission, c'est vibration. Bien sûr, la vibration de la Farid par la musique, piano, et la vibration des couleurs et vibrations. Il y a des vibrations dans la cuisine aussi. Hein. Oh, beaucoup. Il n'y a que ça, vibrations, oui. Dans la cuisine, c'est pas un endroit calme, c'est un endroit plein de musique et plein de vibrations. Mais je voulais revenir sur Barbizon, quand même, parce que notre village a besoin d'un petit peu de ressources et de vibrations, justement. Et j'invite tous les auditeurs de Radio Courtoisie à venir nous voir à Barbizon, dans notre galerie, la galerie de Barbizon, qui se trouve en face de la pharmacie. C'est pas compliqué à trouver. Et vous allez voir tous les merveilleux artistes que l'on a. En ce moment, j'ai un Claude Vénard en vitrine, qui est un peintre qui a appris la peinture à Bernard Buffet, qui connaissait très bien Picasso. Oui, c'est un... Comment il s'appelle, ce peintre? Claude Vénard. D'accord. Et malheureusement, il est décédé. Hein, mais bon, c'est un ami de Picasso aussi. Et c'est un merveilleux tableau que j'ai en vitrine. C'est Montmartre sous la neige. Il n'en a fait qu'un. Il était un peu spécialiste de Montmartre. Il a fait qu'un seul tableau sous la neige. C'est celui que j'ai en vitrine dans ma galerie à Barbizon. D'accord. On ira le voir. Puis visiter le village de Barbizon aussi. Oui, parce que c'est un très joli village. C'est un très joli village qui a plein d'histoire. C'est le village de Jean-François Millet. Oui, absolument. L'Angélus a été fait là. L'Angélus a été fait dans la plaine de Chailly, entre Barbizon et Chailly. Et de nombreux autres, les Glaneuses aussi, qui est un tableau très fameux. Il y a eu Jean-François Millet, il y a eu Corot, il y a eu tout un tas d'Aubigny. Il y a eu tout un tas d'artistes extraordinaires qui sont passés à Barbizon, notamment Van Gogh aussi. Van Gogh, qui a été inspiré par le tableau de Millet aussi. Oui, absolument. Absolument, c'était sa source d'inspiration parce qu'il aimait, ils avaient des origines paysannes, hein, tous ces gens-là. Donc il aimait beaucoup toutes les scènes paysannes qu'il y avait autour de Barbizon
Et ensuite, il est parti dans le sud de la France, etc. Ah oui, avec Gauguin. Il nous a On fait connaît la suite. Il nous a fait des merveilleux tournesols. D'ailleurs, j'ai un très beau tableau de tournesol dans ma galerie en ce moment. Et j'ai de nombreux autres artistes extraordinaires dans la galerie. Ça vaut le coup de venir voir. Moi, je viendrai, moi. Oui, Farid, vous Farid. êtes le bienvenu. Merci. Et Mais moi, j'ai pas de voiture. Comment on y va à Barbizon? on y va soit par hélicoptère, mais là, il faut être très riche. Ça tombe bien, j'en ai 3. Ou vous pouvez y aller en calèche. Il y en a qui viennent en calèche, mais ça, c'était un peu le 19e siècle. Ou sans ça, vous prenez l'autoroute du Sud et vous sortez à Fontainebleau. Fontainebleau, d'accord. Oui, c'est direct. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien. Ou sans ça, vous pouvez prendre le train jusqu'à Fontainebleau et ensuite, vous m'appelez et je viendrai vous chercher. D'accord. Ouais. Rendez-vous est pris alors. Rendez-vous est pris. Barbizon, Après, c'est un village délicieux. C'est merveilleux. Il y a eu un tas d'artistes qui sont passés à Barbizon. C'est une ville d'artistes. Il y a beaucoup de peintres, des écrivains aussi. C'est le village des peintres, oui, absolument. Les frères Goncourt habitaient à Barbizon. Il y a tout un tas de célébrités qui sont passées à Barbizon. Il y a l'empereur Hirohito du Japon, il y a la reine d'Angleterre, il y a Mick Jagger. Et maintenant, ils se retrouvent tous un petit peu à la galerie de Barbizon. C'est pour ça chez moi. qu'il y a beaucoup de Japonais qui vont à Barbizon parce que beaucoup de Japonais, oui. Hirohito. Beaucoup de Chinois. Oui, Hirohito avait dit qu'il fallait que tous les Japonais devaient aller une fois dans leur vie à Barbizon. D'accord. Mais il y a longtemps. C'est le pèlerinage. Sort de pèlerinage, oui. D'accord. Mais bon, c'est une ville. Et artiste, maintenant, nous avons beaucoup de Chinois. Faut pas trop le dire en ce moment, mais bon. Oui. Ils sont gentils parce qu'ils voulaient faire la réplique de Barbizon en Chine pendant un moment. Et je sais pas très connu. Il est très connu quand même. Je connaissais pas du tout. En fait. Donc voilà. Donner un concert à Barbizon. Il faut donner un petit concert à Barbizon. Alors, c'est la première chose que je vais faire. On va jouer. Je vais vous pistonner. Je vais vous pistonner parce qu'il y a un nouveau maire qui va arriver sûrement. On sait pas encore. On sait pas encore. Donc dans tous les cas, je les connais tous les trois prétendants. Donc on arrivera à faire quelque chose avec Karim. Farid, vous avez donné beaucoup de concerts. Oui, beaucoup. Seul aussi? Non, jamais seul. Toujours en groupe. Quand vous êtes au clavier, j'ai déjà donné des concerts. J'ai déjà joué au piano seul. Devant le public? Dans un piano-bar. Ah, un piano-bar, c'est génial ça. C'était bien. Magnifique ça. Le piano-bar, oui, c'est bien. Le piano-bar, c'est extraordinaire. À Opéra. Ah, mais c'est extraordinaire le piano-bar. Qui sait bien jouer du piano au piano-bar, je trouve que c'est vraiment. Faut pas jouer trop fort pour pas déranger les gens. Donc. Ouais, mais c'est bien. C'est convivial. C'est les gens. Et est-ce que les gens sont réceptifs quand ils sont en train de manger dans la piano? Bien sûr. Oui. Ouais. Non, c'est un piano-bar, c'est pas un piano, c'est pas café-concert. Oui, d'accord. Piano-bar, donc c'est au bar. Donc ils buvaient, ils mangeaient pas. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils demandent des morceaux spécifiques? Des fois, oui. Pour peu que je les connais pas, évidemment, je dis sorry, parce que généralement c'est pas des Français. D'accord. Mais pour peu que je les connais, je les joue. Généralement, ils me donnaient de l'argent, je refusais. Parce que je disais, I don't play for money, I don't play for money. Ouais. Bon, alors vous êtes exactement la personne qu'il nous faut à Barbizon, parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent dans les caisses, mais on a une belle salle des fêtes et il y a très souvent des concerts à Barbizon. Je garde, on en parlera. On en parlera en antenne. Okay. Et après, donc quand vous jouez avec un orchestre, il y a quoi comme instrumentiste avec vous? Ça dépend. Quels sont les instrumentistes? Bassiste, guitariste, batteur. Chanteur, chanteuse, des fois c'est une formation complète, des fois j'ai joué avec un seul guitariste, des fois j'ai fait des fêtes de la musique avec un seul guitariste, avec un orchestre complet. Mais un concert que j'ai jamais donné, c'est des concerts de jazz. J'ai jamais donné de concert de jazz. Et pourtant vous le jouez le jazz? Pourtant je joue le jazz, mais j'ai jamais donné de concert de jazz. J'ai déjà devant des jurys en fait pour passer certains caps dans mes études, mais j'ai jamais donné de concert de jazz. Vous pourrez le donner à Barbizon.
Bah. Voilà. Faut que je trouve des instrumentistes et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Bon, bah là, il y a Oui, pas- non, mais il y a pas tout ce y qu'il faut avoir de parce qu'on problème, a là. plusieurs artistes comme Bernard Sauva qui habite Barbizon, Oui, des gens comme ça. Donc il n'y a pas de problème. On peut trouver tout ce qu'on souhaite. à Et Barbizon. là, je vois le ravissement d'Andromède. Donc C'est un poème. Alors, excusez-moi, je me rappelle plus du nom de l'auteur. Je crois José Maria de Arrida qui a écrit ce poème qui s'appelle Le ravissement d'Andromède. Je cherchais un poème à mettre en musique. C'était mon objectif. Ah oui, c'est encore une autre démarche. C'est notre démarche. Je voulais faire une musique et prendre un poème et le mettre en musique et mixer le tout. C'est une autre démarche intellectuelle, ça encore. J'ai pas écrit le texte. D'accord. Je l'ai pas récité. Faire la musique. Mais j'ai fait toute la musique. On va en écouter un morceau. C'est le ravissement d'Andromède. Le ravissement d'Andromède. On en reparlera après. D'un vol silencieux, le grand cheval ailé, soufflant de ses naseaux élargis l'air qui fume, les emporte avec un frémissement de plumes à travers la nuit et les terres étoilées. Ils vont. L'Afrique plonge au gouffre flagellé, puis l'Asie, un désert, le Liban, sein de brume. Et voici qu'apparaît, toute blanche d'écume, la mer mystérieuse où vint sombrer Hélé. Et le vent gonfle ainsi que deux immenses voiles. Les ailes qui, volant d'étoiles en étoiles, aux amants enlacés font un tiède berceau, tandis que l'œil au ciel où palpite leur main, il voit, irradiant du bélier au verseau, leur constellation, point dans l'azur. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Téléphone 01 46 51 00 85. Le thème de l'émission, vibration. Donc la vibration de la musique, vibration de la cuisine et du monde de l'art, artistique, tableau et sculpture. Parce qu'il y a une vibration pour sentir ce qui convient au marchand d'art ou pas, quoi. Il y a une Absolument. vibration. Oui. Et donc je reçois, alors, je vais bien le prononcer, Farid Berroyel. Berroyal. Ouais, c'est facile. Et Christian Marteau, voilà, qui est donc Farid Berroyal, qui est musicien pianiste et auteur-compositeur. Donc on vient d'écouter donc un de ses morceaux. Donc là, c'est uniquement musique qu'il a composé, parce qu'autrement il compose le texte aussi. Hein. C'est ça. Mais là, il a composé une musique d'après un poème qui l'a touché. En fait. C'est ça. Ouais. Le ravissement d'Andromède. Le ravissement d'Andromède, il a dit il faut que je fasse quelque chose. Je suis très inspiré par la mythologie grecque. Ouais, ça c'est. J'avais un projet de monter une comédie musicale sur la mythologie grecque, mais Et pourquoi ce projet n'aboutit pas? c'est dur. C'est-à-dire dans quel sens? Il faut les fonds, il faut le temps, il faut le temps de Trouver les acteurs aussi. Ça, j'imagine que non, je pense pas que ce soit dur ça, mais ce qui est dur, c'est de trouver le temps de le faire.
Ouais, parce que monter une comédie musicale, c'est pas rien quand même. Hein. Non, c'est pas rien. Il faut plusieurs années. Hein. C'est ça, oui. Et il faut faire que ça, en fait. C'est ça. Voilà. Donc c'est assez dur. Mais c'est un projet qui va se réaliser. C'était un rêve, mais pourquoi pas, oui. Ce serait bien, oui, j'aimerais bien. J'ai plein d'idées en tête. Dans la mythologie grecque, c'est une source inépuisable. C'est inépuisable, la mythologie grecque. C'est inépuisable d'inspiration. C'est magique, c'est le rêve à l'état. Et d'ailleurs, vous pourrez venir à la galerie de Barbizon parce que j'ai un peintre extraordinaire qui s'appelle Cass, qui est très connu, et qui fait du symbolisme de surtout sur des thèmes bibliques. D'accord. Et du symbolisme sur les civilisations gréco-romaines. D'accord. Il fait ses peintures à la feuille d'or. D'accord. C'est magnifique. Et j'ai actuellement dans la galerie Son of Africa les soleils d'Afrique. D'accord. Qui sont absolument magnifiques. C'est 2 éléphants avec des petits soleils autour. D'accord. Et bon, j'en ai d'autres, mais je vous les montrerai quand vous viendrez. D'accord. Qui sont un petit peu sur ces thèmes gréco-romains, civilisation ancienne, etc. D'accord. C'est très joli. Et donc, il faut ce projet. C'est un projet. Est-ce que c'est encore à l'état de projet ou c'est un rêve? J'ai certaines chansons qui sont composées, mais ça tient. Non, mais pour faire la comédie musicale. Ah non, c'est plus qu'un rêve. C'est plus qu'un rêve. Ce serait un idéal, mais ça prendrait du temps, ça prendrait un temps fou. Et le temps, je l'ai pas là pour l'instant. Ouais, je comprends bien. Ouais. C'est pas. Mais j'aimerais me lancer dedans. Et j'aimerais me lancer à corps perdu dans ce projet et ne faire que ça. Il faut faire que ça. Surtout s'il passe à Barbizon et il commence à faire des concerts dans notre village. Alors là, il a du tout. tout. Et donc, ça serait sur le thème d'Andromède, en fait. Ce serait sur plusieurs thèmes de la mythologie grecque. Ce serait plusieurs thèmes. Il y a des thèmes inépuisables. Donc, vous avez percé. Mon truc préféré, c'est Persée et Andromède. Mon thème préféré, mon épisode préféré de la mythologie grecque, c'est Persée et Andromède. D'accord. Mais aussi les sirènes. Donc l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère, bien sûr. L'Iliade. Donc tout ça, oui, il y a de quoi faire, quoi. C'est le voyage. C'est le voyage. C'est la découverte. Le voyage, l'aventure. L'aventure dont on parlait. L'aventure un petit peu dans historique, dans le passé. C'est ça. Moi, j'aime aussi. Et maintenant, on peut se déplacer dans beaucoup de pays facilement. Oui. Déjà pour y aller, pour s'y rendre. Très facilement. Voilà. On peut aller aux 4 coins du monde pour 400-500 euros. Puis après, c'est sûr. Bon, après on se débrouille sur place. Si vous tombez en plein milieu de l'Amazonie, là, c'est pas pareil. Voilà. Moi, j'ai traversé l'Amazonie, je vous ai pas dit. Non. J'ai traversé l'Amazonie. Tu as fait beaucoup de choses, Christian. Quand j'étais jeune. Et figurez-vous que j'ai voyagé partout dans le sud, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Et j'étais avec 2 amis américains. J'habitais New York à l'époque. Et figurez-vous qu'on a trouvé à peu près l'endroit exact où se trouve le trésor des Incas. Il existe vraiment. Il existe vraiment et c'est en Amazonie. Alors j'ai un plan exact et on avait demandé aux autorités péruviennes et aux autorités colombiennes qui nous financent pour aller le chercher. Il fallait $2 millions à l'époque. Et on a eu des refus. Ils voulaient nous donner qu'1 million. Alors 1 million, ça suffisait pas parce qu'il fallait des hélicoptères et tout. Donc, vous voyez. Mais il existe, mais il n'a pas été mis à jour. Non, il existe toujours. Moi, je sais exactement où il est, à 300 mètres près, quoi. Donc, vous voyez. L'aventure, c'est ça. Et la vibration, de notre émission, c'est ça aussi. C'est ça aussi, vous voyez. Parce que quand même... C'est des projets, non mais c'est magnifique, parce que Farid, projet de faire une comédie musicale sur... la mythologie grecque. Comment ? La mythologie grecque, oui. Et puis là, c'est aussi le voyage. Oui, si vous voulez, quand vous êtes au milieu de l'Amazonie, c'est pas comme si vous étiez au milieu de la forêt de Fontainebleau. Hein. C'est quelque chose de prenant, de très dense. C'est pas la même végétation aussi. Hein. Au carrefour des frontières du Pérou, de la Colombie et du Brésil, il y a une île qui s'appelle l'île aux singes. Et bon, et c'est là qu'on fait atterrir les hélicoptères pour tout le matériel, si on avait pu l'avoir. Et je vous jure que c'est extraordinaire cette île. Il n'y a que des singes.
Il n'y a que des singes, mais c'est d'une beauté surprenante parce que c'est au plein milieu du fleuve Amazone. Et Cette île, elle est en plein milieu du fleuve. en plein milieu du fleuve Amazone, à la frontière entre 3 grands pays d'Amérique du Sud. Et il y a quelque chose de magique, quoi. C'est très vibrant. Et elle appartient à qui, cette île? Elle appartient à la Colombie. Elle appartient à la Colombie. Voilà. Bon, le trésor est pas très loin, mais quand même quelques dizaines de kilomètres de là, quoi. Ah, je vous dirai pas dans quel pays. Hein, je vous dirai pas dans quel pays parce que on va créer des vocations d'aventuriers et je ne veux pas avoir sur la conscience. Et la forêt amazonienne, c'est dangereux de se promener dans la forêt. Fontainebleau, quoi. On se promène pas, quoi, dans la forêt amazonienne. On se promène pas dans la forêt amazonienne comme à Fontainebleau. Ouais, c'est pas la même chose. Il y a un peu de serpents, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des animaux sauvages. Bon, j'étais avec les Yaguas, qui sont une tribu indienne, une des dernières d'Amazonie. Alors les Yaguas, c'est des gens extraordinaires. Ils connaissent le monde moderne, je veux dire. À l'époque, c'était il y a 40 ans, hein, je vous parle de ça, il y a 40 ans. Même il y a 40 ans, ils connaissaient Ils connaissaient un petit peu, puisqu'ils nous ont offert des boissons, du Coca-Cola. D'accord, ok. Non, je plaisante, mais bon, ils nous ont offert à boire. Donc, ils connaissaient les touristes parce qu'ils les voyaient. Oui, ils avaient l'habitude de voir des touristes. Oui. Mais bon, ils étaient très primitifs. Hein, ils étaient tout nus avec des plumes. Hein. J'ai des photos avec eux, d'ailleurs. C'est des bons souvenirs. Ouais. Mais ils étaient prêts à nous aider, d'ailleurs, pour trouver le trésor, hein, pour aller chercher le trésor. D'accord, ok. Qui représente plusieurs tonnes d'or. En plein milieu de l'Amazonie, quoi. Donc Et ils vivent de quelle façon Mais ils vivent des produits de la forêt, comme autant des hommes préhistoriques. Ils vivent bio. Oui. C'est ça. Ils sont 100% bio. Ils sont 100% bio. Ouais. C'est le mot. Et voilà, mais je sais pas. Mais ils reçoivent quand même des médicaments de Bogota. On leur apporte des médicaments, etc. Hein. C'est pas non plus. Vous savez, il y a certaines personnes qui veulent revenir à ces époques-là. Bon, il faut. Le bio, c'est très bien. Oui, moi, je suis pour le bio. Oui. Mais je suis aussi pour les médicaments modernes. Parce que, bon. Ça sauve des vies. Voilà. Moi, ce qui me surprend, c'est que les Mayas avaient une espérance de vie de 70 ans et ils n'avaient pas de médicaments. Ils avaient des médicaments naturels à base de plantes d'Amazonie. Et vous savez, l'Amazonie, c'est une ressource incroyable de richesse au niveau pharmaceutique, à tous les niveaux. Même les peintres, chez moi, j'ai des peintures, des yaguas sur des feuilles de palmier. Qui sont très très belles. J'ai un perroquet, que eux ils ont fait. Ouais. Et c'était il y a 40 ans. Ils sont toujours chez moi. C'est magnifique ce qu'ils faisaient. Hein. Donc il y a la peinture, ça commence là. Vous voyez. Oui, les pigments naturels. Les pigments de plantes, de fleurs, etc. Des fleurs qu'on pourra, et puis Bon, les grottes de Lascaux, c'est extraordinaire. Hein. C'est le début de la peinture. Hein. On parlait tout à l'heure du début des pianos. Le début de la peinture, c'était Lascaux, c'était ces grottes-là. Et ils avaient des pigments qui ont résisté pendant plusieurs milliers d'années. Donc, voilà. Vous pouvez prendre dans la nature, broyer, par exemple... de la craie ou les fleurs de pissenlit, ceux qui aiment le jaune. On peut en faire des pigments. Hein. Ah ouais. Oui, bien sûr. Hein. On peut les broyer. Et puis après, il en fait de la poudre. Et puis, la tisane de pissenlit, c'est très bon pour l'arthrose, il paraît. Donc, tout est dans la nature offre une quantité inépuisable de recettes. Dans la nature. Tout est dans la nature. Et je suis attristé, moi personnellement, tous les jours, de voir cette nature se dégrader dans le monde entier. Et j'ai vu depuis 50 ans, parce que, bon, j'ai une voix jeune, mais je ne suis plus si jeune. En 50 ans, on a vu quand même une dégradation incroyable de la nature. Des fleurs, plus rien ne sent comme il y a 50 ans. Les fleurs, les arbres fruitiers, etc. Ça sent plus autant qu'il y a 50 ans. Donc il y a quelque chose quand même dans l'air qui est très mauvais. Et il faudrait quand même que les grands responsables qui nous gouvernent s'en préoccupent. Farid. Oui.
Donc c'est pas pour le moment alors. Surtout que là, j'ai le projet, donc je passe un message personnel aux auditeurs de Radio Courtoisie, aux auditrices. Si vous connaissez quelqu'un qui recrute dans l'informatique à Lille, je suis preneur. Donc prenez contact avec la radio. Si en même temps vous pouvez donner des dons, c'est bien. Et si vous connaissez quelqu'un dans l'informatique qui recrute sur la région de Lille, la métropole lilloise, je suis preneur. Parce que c'est un marché très fermé et c'est très délicat de trouver un travail à Lille. Donc si vous connaissez quelqu'un par hasard, je suis preneur. Donc là, c'était le message qui avait rien à voir avec les vibrations. C'est un peu vibration parce que en fait, j'y vais pour rejoindre mon fils. D'accord, ok. Donc être avec lui tout le temps, pas tout le temps évidemment, mais plus souvent que maintenant, ce serait... Est-ce qu'il fait de la musique, le fils? J'ai essayé. Et non. Et il n'accroche pas? Je l'ai mis à la musique à 3 ans, au chant, parce qu'on commence par le chant, et éveil musical et tout ça. Éveil musical. Et il n'a pas accroché. Il n'accroche pas la musique? Non, il n'accroche pas. Pas du tout? Pas du tout. Ah oui. Il n'a pas chanté. Pourtant, Et il accrocherait est-ce qu'il y a un art où il accrocherait là, actuellement? Le dessin, la peinture? Sportif. Plus le sport? Plus le sport. Et quelle discipline? Basket. Ah oui. En fait, chaque année, il essaye un nouveau sport. Donc, il a accroché que le basket? Pour l'instant, c'est le basket qui ressort. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça peut-être qu'il va venir musicien, on ne sait pas. Hein. Oui, peut-être. Commencer à quel âge? À 12 ans? À 12 ans, oui. Bon alors, encore un an de bon. Il n'est jamais trop tard, mais... il n'est jamais trop tard. Jeune encore. Il est jeune encore. Oui, il est jeune. Hein. Voilà, donc j'y vais pour lui. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et est-ce que vous continuez le piano-bar? Vous en faites encore? Non, c'est fini ça. Je fais ça quand j'étais jeune. Ah. C'est opéra, vous pouvez y aller, vous pouvez demander. Ouais. S'ils ont un créneau de libre, ils vous prendront. Je ne m'en rappelle plus de la rue, je ne m'en rappelle plus de l'adresse. Mais voilà. D'accord. Et Christian? Oui. Donc, la galerie. Là, alors, ça s'appelle la galerie de Barbizon. Une palette d'artistes. Alors, je prends la carte là. Une palette d'artistes, peintres et sculpteurs exceptionnels. Alors, il y a un téléphone, on peut le dire? Je confirme, oui, s'il vous plaît, oui. Avec téléphone 06 83 58 84 48. Et on va donner le site web. Alors, la galerie de Barbizon, 83 Grand Rue, donc c'est bien Grand Rue, 77 630 Barbizon, ouvert du mercredi au lundi. Alors, du mercredi au lundi de 14h, 19h, fermé mardi. C'est bien ça, hein, oui, c'est fermé. On ferme en ce moment en hiver le lundi et le mardi et on ouvre à peu près tous les après-midi. Samedi et dimanche, c'est ouvert. Hein. Samedi, dimanche, c'est ouvert, hein, bien sûr. Oui. Et donc le website, c'est www.lagalerie de Barbizon. Alors tout est attaché. www.lagalerie-de-barbizon.com. Barbizon avec un Z. Barbizon avec un Z. Oui, il faut le dire parce que ça peut porter à confusion. Ouais, d'accord. .com. www.lagalerie-de-barbizon.com. C'est ça, il s'est pas trompé. Okay. C'est bien Michel. D'accord. C'est bien. Oui, c'est bien. Et donc, je répète le téléphone, 06 83 58 84 48. C'est ça. Merci Michel. Voilà. Donc, chers auditeurs, alors je dis bien chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre au Journal des Beaux-Arts. Donc, le thème d'aujourd'hui, vibration, vous avez tous compris pourquoi. Et je reçois alors Farid Béroyel. Ah, j'ai bien dit. Vous n'avez pas écorché. Bien dit. Bien, Michel. Musicien, pianiste, auteur-compositeur. Et Christian Marteau, marchand d'art et ancien chef de cuisine. Exact. Et on peut dire presque un nouveau chef alors? Peut-être un nouveau restaurant? Peut-être, écoutez, l'avenir le dira. Je vous appellerai dès que j'ai pris cette décision, et puis on pourra parler encore une fois de peinture, d'art et de cuisine. Et alors, dans la cuisine, vous étiez dirigé une équipe, hein? Oui. Ça s'appelle comment quand on dirige une équipe? On dirige une brigade. Une brigade de cuisine. Une brigade de cuisine. Ouais. C'est le terme qu'on emploie, ça. Oui. Alors, on peut avoir une brigade de 3 personnes comme une brigade de 80 cuisiniers. Dans les grands hôtels, il y a des très grosses brigades. Et il y a une personne qui peut diriger 80 personnes. Oui. Ça s'appelle, il s'appelle en général chef exécutif. Un chef exécutif.
Voilà. Ah, il ne peut pas être partout quand même aussi dans la cuisine. Non, il a des sous-chefs exécutifs. Voilà. Voilà, il a des sous-chefs. Je me rends compte. Ouais, c'est comme partout. Il y a des sous-chefs, des chefs de parti, des commis, des ceci, des cela. C'est les petites mains. Les petites mains de la cuisine, c'est les apprentis, les commis, etc. Voilà. Mais je vois, Michel, que vous vous intéressez plus à la cuisine Ah non, mais je suis pas à la peinture. Hein. Non, non, moi c'est la peinture. Non, mais la cuisine, je connais pas le domaine de la cuisine. Ah oui. Donc je m'intéresse, je suis curieux. C'est un domaine extraordinaire. Je connais pas du tout le domaine de la cuisine. La cuisine, c'est un domaine extraordinaire, c'est infini. On pourrait presque dire que la cuisine, ça ne finit jamais, c'est très irrationnel. Il faut s'intéresser à tout. C'est un art irrationnel. Ouais. Il faut s'intéresser surtout aux bons produits, parce qu'on ne peut pas faire de bonne cuisine sans bons produits. Et les bons produits, en France, il y en a. Il y a le marché de Rungis, etc. Donc, avec peu de choses, on peut faire quelque chose de très bon. Mais il suffit de choisir les bons produits. Les bonnes herbes, les bons légumes, tout ce qu'on veut. Voilà. Et la bonne matière première, quoi. La bonne matière première, exactement. Justement, Farid, on en parlait tout à l'heure, on a compris que vous étiez informaticien, c'est ça? Et donc... Formateur, j'ai 2 casquettes, formateur et programmateur. Je suis formateur. Donc la musique, on fait de la programmation, en fait. C'est un peu faut pas que ça devienne de la programmation parce que ça devient tout de suite mécanique, ou numérique. Mais il faut qu'il y ait un côté un peu, faut pas qu'il y ait trop de côté millimétré dans la musique. Le jazz, c'est pas tout est carré, tout est structuré. Mais la musique, c'est carré quand même, non? La musique de Bach est carrée, mais par exemple la musique de jazz, c'est pas carré. Ah d'accord, ok. Le jazz, c'est pas carré du tout. La partition est écrite... Non, la partition n'est pas écrite différemment. La partition respecte les notations rythmiques. Mais l'interprétation... D'accord. L'interprétation, elle est laissée à libre cours à l'imagination de l'interprète. Par exemple, quand vous faites une impro de jazz, quand vous faites un chorus, ce qu'on appelle un chorus... Alors, chorus, c'est une impro de jazz. Ça s'appelle chorus. C'est le terme qu'on utilise. Fais ton chorus. En école, on vous dit fais ton chorus. On va travailler cette partie-là et tu fais ton chorus et après on revient à cette partie-là. Ça se passe comme ça en école de jazz. Et quand vous faites votre chorus, vous n'avez pas de règles. Vous avez des règles évidemment harmoniques, et peut-être rythmiques. Alors on déborde sur ces règles en fait. On peut mordre sur ces règles. Oui. Ouais, on mord ou on déborde. C'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Et vous avez l'extrême de tout ça qui est le free jazz où là il n'y a aucune règle. C'est John Coltrane qui a inventé ce style. Et là, chacun joue ce qu'il veut. Mais c'est une cacophonie. C'est plutôt de l'improvisation, ça, alors. C'est l'improvisation collective. Ah, collective? Oula! Oui, mais quand même... Mais c'est dur. C'est difficile, parce que, tous ces musiciens qui s'y font une improvisation collective, ce sont des très bons musiciens. Très bons musiciens. Donc, ils connaissent quand même très bien la musique, ils connaissent quand même très bien les partitions musicales. Ouais. Dans la tête. Ils ont tout ça. Ah, ils les ont, ouais. Je pense pas qu'ils font n'importe quoi. Non, je dis pas que c'est n'importe quoi, mais c'est très difficile à l'audition. Moi, je peux pas, j'ai jamais accroché ce style. Alors, ça s'appelle comment, ça? Free jazz. C'est ça, le free jazz. Free jazz. C'est liberté du jazz, quoi. Enfin, liberté de la musique, quoi. En fait, John Coltrane a inventé ce style parce qu'il s'est rendu compte que les Blancs volaient sa musique. Et donc, il s'est dit, je vais faire un style que les Blancs ne pourront pas copier. Et il a fait le free jazz. Et ils l'ont copié quand même. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je suis pas fan de free jazz, donc j'ai pas creusé la question. Mais je pense pas qu'il ait copié, non. D'accord. Ouais. Et les artistes se copient entre eux? Oh, il y en a qui... Tout le monde a sa source d'inspiration quelque part. C'est plus tout le monde a sa source copie. d'inspiration quelque part. Les artistes comme les chefs de cuisine, etc. Personne ne naît un génie. De toute façon, le cerveau ne peut refaire que ce qu'il a déjà vu et l'interpréter différemment. Oui, absolument. Avant de pouvoir composer de la musique, la grande cuisine, la peinture, il faut une certaine éducation. Voilà, c'est ça. De l'art dans lequel vous voulez vous exprimer. Fatalement, quand on a une éducation, on s'inspire de plein de gens. Et pour apprendre à composer, il faut d'abord décomposer. Donc voilà. Alors, ça c'est intéressant. Allez-y. Par exemple, moi, avant de composer, je prenais tout ce qui me passait sous les oreilles et je refaisais tous les instruments au clavier. Tous les instruments. Balavoine, Goldman, je faisais tout.
tous les instruments, toutes les mélodies françaises, je refaisais tout au clavier avant de composer. Donc je savais à quoi servait, je savais quels pouvaient être les mouvements d'une basse, quels pouvaient être les mouvements d'un cuivre, d'un violon. Donc voilà, j'avais tout ça. Donc D'accord. pour composer, et je pense que pour la cuisine c'est pareil. Avant de pouvoir faire un bon plat, il faut savoir quand on goûte un bon plat, il faut connaître les ingrédients pour pouvoir le refaire. Oui, absolument, absolument. La cuisine, c'est aussi de l'improvisation parce qu'il n'y a jamais les mêmes ingrédients à chaque fois. C'est ça. Donc il faut une base quand même. Et moi, je suis pour les jeunes cuisiniers, je suis pour qu'ils apprennent la cuisine classique avec les bases classiques, quoi. D'accord. Et après, on peut créer. Là, j'ai une intervention d'un monsieur. Alors, ce n'est pas la nature qui change, car elle est immuable. On a parlé de la nature tout à l'heure. On va juste développer un peu. Je vais quand même dire son message, hein, ou presque. Alors, ce n'est pas la nature qui change, car elle est immuable, ou presque, mais c'est l'intervention de l'homme qui lui fait des manipulations génétiques. Merci, belle émission. Voilà. Donc. Merci, monsieur. C'est Merci. ça. C'est Merci, ça. monsieur. C'est ça. Malheureusement, J'ai vu c'est l'homme qui a un petit peu abîmé la nature et j'espère que l'homme va se corriger pour la respecter un peu plus. Oui. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours au pied du mur, au fond du gouffre, que l'humanité se réveille. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui. Maintenant, malheureusement, la France, c'est un petit pays par rapport au monde, et les plus grands pollueurs ne sont pas les Français. Les plus grands pollueurs, ce sont les plus grands pays. Les plus grands pays. On va pas les citer. On va pas les citer. Non, on n'est pas là pour le. Ouais. Mais bon, ce sont des grands pays, quoi. Oui, c'est sûr. Mais bon. Bon. Farid, quoi dire là-dessus, hein, en fait, on consomme des ressources qui ne sont pas les nôtres. On a l'impression que ça nous appartient, mais le cobalt, ça nous appartient pas, ça appartient à la nature. Pourtant, on fait travailler des enfants pour extraire ce minerai en Afrique. L'or, ça nous appartient pas, c'est à la nature. Nous, on en fait des bagues, mais ça sert à rien. En fait, on devrait mais ça, c'est pas méchant, l'or. On peut le récolter. On en fait des tableaux. On en fait des feuilles d'or avec des tableaux, oui. Et puis on en fait des beaux bijoux, ça plaît aux femmes. Oui, c'est sûr, mais le coût, j'ai vu un reportage dessus, et le coût écologique d'une extraction de mine d'or, c'est énorme. Ah oui, ça je suis d'accord avec vous. Oui. Non, moi quand je pense or, je pense, vous savez, à l'artisanat là, avec les grands tapis, les tamis. Et moi j'avais un ami en Californie qui allait chercher tous les week-ends son petit gramme d'or. C'est quelques pépites. Il avait une grosse machine et il allait à 2 heures de Los Angeles et il récoltait un petit peu d'or. Aujourd'hui, il doit être très riche parce que l'or continue à monter. Donc voilà. On n'a pas fait un piano en or. Si, ça existe. Non, une fois j'étais un peu déçu. J'ai vu des touches en ivoire. Ah oui. Ah, l'ivoire là, c'est grave là. Bah oui, c'est grave. J'ai pas joué dessus. Là, non, faut pas. Les touches en ivoire, je me suis dit. Non, l'ivoire, ça c'est la chose la plus terrible. La plus terrible qui puisse exister. Tuer des éléphants, etc. Est-ce que vous avez un concert de prévu pour bientôt? Non, pas encore. Un nouveau disque Non, pour l'instant. Où est-ce qu'on peut écouter votre musique? On peut écouter la musique sur toutes les plateformes de streaming. D'accord, alors elle s'appelle comment? Vous avez Spotify, Deezer. Le groupe, sous quel nom Parallèle. Parallèle? Oui. Juste Parallèle, c'est Parallèle. Au pluriel. Parallèle au pluriel. Et vous avez sur Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play. Vous pouvez les télécharger sur Google. Est-ce que vous cherchez des émissions pour faire des musiciens pour faire un orchestre, pour créer un orchestre? Éventuellement, ça va dépendre. Là, j'ai 26 chansons en tout. Actuellement? Ouais. Prête à être chantée? Prête à être chantée, à être diffusée, à être... Chercher des chanteurs, chanteuses? Moi, si quelqu'un est intéressé pour travailler avec moi, qui rentre en contact avec... Et vous avez un téléphone, ou on peut dire un téléphone? Je peux laisser mon téléphone? Oui.
06 45 70 06 65 et m'appelez pas la nuit. Comme pas. Mais quand même. 06 45 70 06 65. Donc si vous voulez collaborer ou si vous avez une idée quelconque, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous voulez commander mon CD, appelez-moi. Ou envoyer un mail à Radio Courtoisie. Je sais pas comment. J'ai pas réfléchi à tout ça. Mais si les chansons que vous avez écoutées vous plaisent, rentrez en contact avec moi et on verra. D'accord. Ouais. Tout est faisable, tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Tout est réalisable. Et donc question de volonté. Ouais. Donc la galerie de Barbizon, donc le téléphone de 06 83 58 84 48. Oui, je vous attends tous les auditeurs de Radio Courtoisie seront les bienvenus. Tout à fait. Ouvert le samedi et le dimanche. Hein. Fermé c'est ouvert à peu près tous les après-midi, sauf le lundi et le mardi. D'accord, ouvert de 14h de 14h à 19h. D'accord. Voilà. Oui. On peut le temps de passer l'extrait de la... On peut passer encore un extrait ? Oui. Parce que c'est pour mon fils et... Oui. Ah oui, avant que tu naisses. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre Journal des Beaux-Arts. Donc on vient d'écouter un morceau de Farid. C'est ça, Avant que tu naisses. Avant que tu naisses. Donc il a composé ce morceau pour son fils. C'est ça. Avant qu'il naisse. Il l'a fait après, mais... Il l'a fait après, mais bon, tout ce qui... Je l'ai fait après, mais je me suis rendu compte de tout ce que c'était que la paternité après. Ah ben, magnifique. C'est beau. Comme tous les papas. Comme tous les papas. Comme la plupart des papas. Parce que, d'accord. Chers auditeurs, vous êtes donc sur Radio Courtoisie dans le livre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission était vibration. Donc vous l'avez tous compris pourquoi. La vibration de la musique, de l'art pictural et de la cuisine. Donc j'ai reçu Farid Berroyel. C'est ça. Je l'ai bien prononcé, d'accord. Musicien, pianiste, auteur-compositeur, et Christian Marteau, marchand d'art et ancien chef de cuisine, et qui est directeur de la galerie de Barbizon, qui se trouve 83 rue Grande Rue à Barbizon. Voilà. Et Benoît à la technique et à la régie. Et chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Vous venez d'entendre le livre Journal des Beaux-Arts créé par Christian Langlois et dirigé par Michel Colombin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 18 février 2020 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.